Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Time Out. Salut Guillaume. Bonjour Jules. Et aujourd'hui donc un Time Out un peu spécial, on va dire que c'est un hors-série. Eh oui, un petit hors-série sur le début de saison NBA avec les belles et les mauvaises surprises. Un petit hors-série à petit horse, et ça me rappelle déjà des souvenirs. Ça te rappelle une défaite? Oui. Une journée sportive. Une journée très sportive. Et bah c'est parti. Bah c'est parti, Time Out. Time Out. Alors pour ce petit hors-série, on va pas faire quelque chose de grandiose, mais on va essayer de classer ça en... Tu vends bien notre affaire, toi. Non, mais enfin voilà. On va essayer de classer ça en bonne et mauvaise surprise à plusieurs niveaux. En équipe, une équipe à l'ouest, une équipe à l'est, une bonne surprise et une mauvaise surprise. On va faire ça avec un rookie et un joueur. On va un peu parler, ça va nous permettre de parler d'un peu de pas mal d'équipes, de pas mal de joueurs, de pas mal de bilans depuis le début de saison. Exactement. On va commencer, du coup on commence à l'est. On peut commencer à l'est pour les équipes, effectivement. Alors, je te laisse présenter ta belle surprise. Ma belle surprise, alors... C'est pas la surprise la plus sexy. Non, voilà, alors quand on dit belle surprise, on dit pas une équipe qui est première de conf qu'on attendait 12e. C'est plutôt la paire offerte chez Apelou. Oui, voilà, c'est des équipes qui sont un peu meilleures que ce qu'on attendait, chez qui on voit de belles choses, avec des facteurs parfois pas en leur faveur. Tu l'as craché, t'as pas dit. Et ben moi, à l'est, j'ai choisi les Charlotte Hornets. Ça combien? Ils sont à 6-8, donc déjà 6 victoires, c'est peut-être leur bilan que je leur ai donné sur la fin de la saison. Je les voyais en 13. Non, honnêtement, c'est une belle surprise, d'autant plus qu'ils jouent sans Nico Batum depuis le début de saison. Peut-être pour ça, ça marche. À se demander. Donc évidemment, il y a les bonnes surprises au niveau du bilan, 6 victoires, avec des victoires contre les Pistons, le buzzer beater, on s'en souvient encore. Pour ceux qui ont regardé ce match, parce que je pense que le Hornets Piston n'était pas 20 000 devant. Bon, j'étais peut-être le seul. Bon, contre les Knicks, voilà, c'est pas grandiose, mais des victoires contre les Pacers. Ils ont surtout joué à l'Est, ils ont pas trop été à l'Ouest, je crois. Bah, ils ont commencé à l'Ouest, en fait. Eh oui, ils ont commencé... Ils commencent avec Timberwolves, Lakers, Clippers, Kings, Warriors. J'ai souvenir d'un magnifique Warriors Hornets, un match horrible. C'était la première fois que les Warriors alignaient leurs 5 dégueulasses. Franchement, ça a dû finir à 93-87. C'était une purge monumentale. Avec Eric Paschal à 25 points, le fameux match. Donc voilà, les Hornets qui prennent des victoires même à l'Est, parce qu'ils ont gagné sur la pelouse, non, dans la Chase Center. Bon, les Warriors, ça vaut ce que ça vaut. Mais après, il y a des victoires contre les Knicks, donc contre les Pistons, en tout début de saison contre les Bulls. Donc ça prend des victoires. Ça joue bien. Et au-delà de ça, il y a des belles surprises au niveau des joueurs. Alors Terry Rozier n'est pas évidemment monstrueux. Il fait sa saison. On l'attendait peut-être meilleur au final. Je pense qu'on peut le dire. Par contre, il y a une petite paire qui est pas mal. C'est la petite paire Devonte Graham, PJ Washington, le rookie. Devonte Graham, il fait un très très bon début de saison. Là, c'est cet arrière. Il remplace parfaitement Jeremy Lamb, qui est parti aux Pacers. Et il a fait une pointe à plus de 30 points, si mes souvenirs sont bons. Donc, très belle surprise de Devonte Graham. Il est à 18,3 points de moyenne. Voilà, un peu plus de 18 points de moyenne, c'est très bien, c'est le meilleur score de l'équipe. Donc, une très belle surprise sur Devonte Graham, qui avait fait une belle fin de saison. C'est justement lui qui avait poussé, entre autres avec Dwayne Bacon, Nico Batum sur le banc. Et oui, on s'en souvient. Après, alors PJ Washington, c'est plus le début de saison qui a été vraiment très fort. Ouais. C'est peut-être un peu moins fou aujourd'hui, mais ça reste très très solide. Il est à 12,5 points de moyenne, on rappelle qu'il est rookie. Il est aussi à 5 rebonds et je crois qu'il passe une tête dans les assists. Ouais, non, pas beaucoup. 1,5 assists par match. Ouais, 12,5 rebonds pour un rookie, c'est pas mal. Pour un rookie en sortie de banc, c'est quand même assez bien. Et il a fait en début de saison, on se souvient, des très très gros matchs. Donc voilà, à voir ce que ça donne ensuite pour les Hornets. Ça peut être difficile. Oui. Ça peut être très difficile. Ils ont une marche contre personne. Oui, voilà, il y a le début de saison. Après, est-ce que Batum va revenir? Ça va foutre en l'air la rotation. Non, je pense pas. Batum, j'espère pas. C'est pas un joueur qui fout en l'air une équipe, il va faire ce qu'on lui demande de faire. Mais c'est juste que. Après, c'est le début de saison. Souvent, en début de saison, il y a des équipes qui partent bien et qui calent vite en route. Les Hornets peuvent se prendre une série de 10 défaites d'un coup et être. Ah, c'est sûr, c'est sûr. À 6-18, il n'y a pas trop. Mais à quasiment 15 matchs, c'est déjà 6 victoires de prise. Donc c'est bien. Je me rappelle leur en avoir donné 18, ils ont pris un tiers sur les 15 premiers. Là, ils vont jouer les Nets, ensuite ils vont jouer les Wiz, les Bulls, les Heat et les Pistons. Ils peuvent se retrouver even d'ici 400 matchs. Donc ce serait un beau début de saison, et si ça continue sur cette lancée, à voir comment la franchise évolue, on sait jamais, s'ils se retrouvent
en bilan even d'ici une dizaine de rencontres. On va arriver en décembre. Non, mais voilà, pour l'instant, c'est une belle surprise. Alors, ça fait que 14 matchs. Mais dans les équipes qui nous surprennent à l'Est. À l'Est, le 7ème n'est pas en positif. Donc, déjà, donc bon, voilà. Mais bon, après, on va pas non plus parler de course au playoff pour les Hornets. Non, pas encore. Il y a d'autres écuries normalement derrière qui doivent se réveiller un jour. On pense aux Pistons, on pense aux Hawks, on pense même aux Bulls, éventuellement. Aux Nets, bien sûr. Enfin bon, oui, mais je suis d'accord avec toi sur ta belle surprise de début de saison. Et toi, qu'est-ce que tu as du côté de les franchises Alors moi, ma belle surprise, elle est originale, c'est la première équipe NBA. Mais c'est les Boston Celtics qui ont eu une série de 10 victoires consécutives. Ils se cassent sur ce flotteur de Marcus Smart qui roule et qui tombe pas. Terrible image. Donc là, ils sont à 11-2, ils sont premiers de l'Est et premiers NBA. Donc les Celtics, on les attendait en haut de la conférence Est, il n'y a pas de problème, mais pas si haut. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très doutés, quoi. Les Celtics. Ils doutaient des Celtics. Tu perds Kyrie Irving, tu perds à leur forme, donc déjà tu perds l'axe, tu perds tes All-Stars. On doutait de Kemba Walker aussi, clairement. On doutait pas forcément de Kemba Walker, mais est-ce qu'il aura les épaules pour jouer dans une franchise qui a un step au-dessus des Hornets? On a la réponse, c'est oui, le collectif marche très bien. Et là, on est vraiment sur une équipe de collectif. On n'a pas de joueurs si ma mémoire est bonne, voilà, on n'a pas trop de joueurs à plus de 20 points par match. On a Jaylen Brown qui est à 19,5, on a Hayward qui malheureusement s'est blessé à 19. Ça c'est dur aussi. On a Tatum à 20 piles et on a Kemba qui est il y a Kemba à 23, donc on est sur le leader d'attaque, mais bon qui est pas non plus, il n'est pas à 30 points par match. Donc il y a le ballon qui tourne. T'as un secteur intérieur, moi je trouve que t'as une belle découverte sur Robert Williams. Oui, on était un peu inquiets sur ce secteur intérieur. Au final, c'est toujours le point faible de l'équipe. Daniel Tate et Robert Williams, c'est très léger. Mais t'as Enes Kanter qui revient, il a pas joué beaucoup. Il a joué que 6 matchs, il est en train de revenir. Bon, en défense, c'est un peu serré. T'as pas de chance parce que t'as Gordon Hayward qui fait un super début de saison. Qui était redevenu vraiment monstrueux. Qui nous a tous ravis. Voilà, et qui se casse la main, donc on va le revoir. Normalement, si j'ai bien compris, on le revoit à Noël pour le Christmas Day. Ce serait une belle chose. C'est ce qui est annoncé. En sortie de banc, t'as toujours ton pitbull, Marcus Smart, qui fait le travail. T'as vraiment de l'énergie en sortie de banc. Carson Edwards, ton rookie, c'est pas mal, ça met des petits shoots. C'est bon, ouais. Voilà. Il a pris des points lors de la pré-saison et plus ou moins. Il n'est pas non plus monstrueux, il a 5 points par match, mais bon, il n'a pas non plus un temps de jeu très important. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle circulation, ça c'est sûr, il y a une belle circulation du ballon. Ça, il n'y a pas de doute. T'as quelque chose à dire? Romeo Langford, au final, on l'a pas vu, si je me trompe. Il est blessé. Donc en plus sur Romeo Langford, on voit un petit peu Vincent Poirier de temps en temps, mine de rien. Il prend quand même quelques minutes et c'est toujours super sympa de voir un joueur français qui vient de pas très loin de chez nous porter en plus un maillot comme ça en NBA. Donc il y a plein de facteurs assez cool. 77, en hommage de la Seine-et-Marne. Nous sommes Seine-et-Marnais. Il y a la mascotte Taco Fall qu'on espère revoir de temps en temps sur les parquets, on espère, parce que mine de rien il a fait des belles choses aussi. Très belle surprise les Celtics. Taco Fall, il est en train de démonter complètement la. Comment dire? Il est en train de démonter complètement la G-League. C'est indécent. Il est vraiment très. Il se plaignait du reste en G-League qu'il y avait des coups bas à son égard. Donc des fautes non sifflées. Donc non, sur Taco Fall, je suis d'accord. Et le ratio assists par match aussi, les Celtics ils sont vraiment pas mal, ils sont à plus de 18 assists par match, donc c'est pas mal. C'est bien. Et ils ont surtout le meilleur ratio en NBA de assists pour turnover. Ce qui est primordial en NBA. Donc ils sont à 2 assists pour 1 turnover. Donc un peu moins d'un turnover, voilà. Donc c'est vraiment bien. Donc non, il y a un beau fond de jeu. Brad Stevens, on le sait, c'est un coach confirmé en NBA. Et on voit que l'année dernière, ça n'a pas pris avec Kyrie Irving. Et là, on retrouve les Celtics il y a 2 ans,
avec Haïti qui menait la barque, et bah là c'est Kemba. Tatum qui est en train, l'année dernière, une saison un peu en dedans, là il est en train de remonter de belles choses, je trouve. Avec des matchs un peu quand même. Il a toujours un peu irrégulier, mais il prend ses responsabilités dans le money time. Moi j'aime bien Jason Tatum, il a un très gros avenir. Oui, bien sûr. C'est le futur franchise de l'équipe. On l'espère, et puis voilà, si Gordon Hayward revient et garde le niveau qu'il avait au début de saison après l'année 2020, on va dire, il y a de très très belles choses pour la franchise. Ah bah c'est un candidat sérieux là à la finale NBA. Ouais. Alors, on va peut-être passer du coup. On reste à l'Est, ouais, les mauvaises surprises. Les mauvaises surprises, vas-y. Moi, je vais vous dire ma mauvaise surprise, c'est une équipe qui a un bilan de 4-10. Moi, j'ai pensé aux Chicago Bulls. Alors, les Bulls, évidemment, on les attendait pas forcément en playoff cette année. Je crois que tu les avais mis 14. Moi, je les avais mis loin. Et je me rappelle, tu les avais mis, moi je t'avais même dit, je crois que j'avais 12 victoires de plus. Ouais, moi je suis pas tant. T'as eu le nez creux. Non, mais moi ce début de saison correspond à ce que j'avais mis dans mon classement. Mais par rapport à ce qu'on attendait d'eux, et des joueurs, ce qu'on attendait des joueurs aussi des Bulls, c'est un peu en dessous quand même. Les victoires, ils les prennent contre qui? Bon, contre les Knicks, contre les Pistons. Non, pas contre les Pistons. Contre les Pistons, ouais, bien sûr. Contre les Pistons et contre les Grizzlies, donc c'est pas des victoires de panache, hein. On va pas se mentir. C'est pas le panache, les Pistons. Bah, sans aucun joueur, c'est pas le panache. Donc, ouais, puis pas des matchs où ils sont à deux doigts de gagner. On en parlait, Markkanen qui est un peu décevant cette saison. Ah oui, Markkanen, oui. Il s'est fait défoncer la gueule là, la semaine dernière, il y a 2 jours, par Giannis Antetokounmpo. Oui. Il s'est fait humilier. Bon, on se doute qu'il a pas le physique pour le tenir, mais là, il s'est vraiment fait humilier sur son poste 4. Par contre, c'est vraiment Jim Boylen, c'est une catastrophe. Ouais. On ne comprend rien à cela. Le fond de jeu des Bulls, là, regardez les rotations des Bulls, en fait, il est sur le banc, il appelle des joueurs au hasard, et c'est ça les rotations des Bulls actuellement, il n'y a rien du tout. Le mec, il était re-signé pour 3 ans. Les Bulls, ça fait 4 ans qu'ils jouaient avec un tocard sur le banc. Ils nous ont fait chier avec Fred Hoiberg pendant 3 ans, on savait pas ce qu'il foutait là. Jim Boylen, on sait toujours pas ce qu'il fout là. Non, c'est une catastrophe comment c'est coaché. Jim Boylen qui est en train de reprendre le flambeau à Alvin Gentry au niveau du coaching improbable. Ah non, Alvin Gentry encore, il n'y a pas beaucoup de stratégie, mais on pouvait comprendre des fois les rotations, mais là c'est complètement con. Ah, mais vraiment. Tout le monde se fout un peu de sa gueule, hein, Jim Boylen sur le réseau, à tort ou à raison, bon plus à raison peut-être. Zach LaVine est aussi un peu en dessous, à 20 points par match, on attend peut-être un peu plus au niveau du scoring pour ce joueur. 21, ouais. 21, oui, on peut attendre peut-être 2 points au-dessus. Ouais, 2-3 points au-dessus quand même. Après, il y a plus, la répartition du scoring est un peu plus chez... Even. Ouais. Voilà, t'as Markkanen, tu vas avoir Kobe White, Otto Porter, t'as Darius Young. Otto Porter est blessé, il a pas joué encore. Il rejoue. Satoransky, il a pas dû jouer, il a peut-être joué un match. T'as Thomas Satoransky maintenant à la main. Kobe White, dont on reparlera un peu après, vous allez voir. Wendell Carter Jr. aussi qui prend des points. On va peut-être en prendre plus aussi là, mais voilà, il a joué combien de matchs Otto Porter? 9 matchs, donc quand même de la stat hein, pour Otto Porter. 11-2. Qui a 11-2, c'est pas terrible. Pour un joueur qui a du stretch, qui a de l'attaque, et voilà, on s'attend à mieux. Donc les Bulls, pour moi, c'est un peu décevant. Au niveau de ce qu'on attendait d'eux, moi je pense qu'ils vont faire un peu mieux, mais rester dans ces eaux-là. C'est-à-dire ne pas être en play-off, être derrière par exemple les Pistons, les Hawks et tout ça. Mais voilà, oui, un début de saison. Avec moi, une grosse déception au niveau de Lauri Markkanen aussi. C'est un joueur qui me plaisait bien et les joueurs européens comme ça, on attend toujours beaucoup d'eux. On sait que t'es fan en plus de Lauri, donc... Ah bah oui, évidemment. Ta révolution. Bah, il porte son nom. On passe à ma déception. Moi, c'était ma déception là. Oui, mais je sais, mais on passe à la mienne. Ah oui, à la tienne, oui. On est 2, tu sais. Oui. Bah alors moi, c'est les Brooklyn Nets qui nous ont fait... Ils nous ont fait un chantier dans l'intersaison, là, ils ont tous ouvert leur gueule, on va être champion NBA. Alors c'est pas dur, on a Kyrie Irving, bon alors il fait des stats, il n'y a pas de problème, 28,5 par match, 7 assists. Mais alors tous les ballons c'est Kyrie Irving. Il est déjà en train de vampiriser l'équipe. Ah non mais donc il fait des stats mais ça gagne pas, donc j'ai envie de dire bah ça sert à rien. Il y a des joueurs qui sont... Bon, ils ont pas de bol. Caris LeVert, il s'est encore blessé, ce mec, il a pas de bol. Franchement, c'est chiant. DeAndre Jordan, je pense qu'on peut officiellement dire que c'est fini, DeAndre Jordan. Catastrophe. C'est une merdasse. C'est horrible. DeAndre Jordan des Clippers, on le verra plus. Rendez-nous de Jarrett Allen. Il fait peur à plus personne. En plus, le problème, c'est qu'il a déteint sur Jarrett Allen, du coup, qui est moins bon que Jarrett Allen.
Parce qu'il est toujours titulaire. Hein. Bah oui, mais là c'est vraiment le gros bavard maintenant. DeAndre Jordan. Il a 9 points, 8 rebonds, c'est pas terrible. Et DeAndre Jordan, là, il ne fait plus rien du tout. 7 points, 7 rebonds. Non, vraiment, DeAndre Jordan, là, ça fait plus peur à personne. Et le problème, là, c'est les Nets. Le gros problème de la saison, c'est que il a pu... le ballon ne circule pas, quoi. C'est vraiment... on est sur de l'indiv. On est 23e à l'assist. Et 23e au ratio pass-turnover, donc c'est mauvais quand même. Très mauvais. On est sur une passe pour un turnover .4. Donc quasiment une assist. Tu fais un peu plus d'une assist pour un turnover, quoi. Mais léger, quoi. Mais quasiment even. Donc c'est quand même... Inquiétant, ouais, je suis d'accord. Mais ça prouve qu'il y a une mauvaise circulation de balle. Et ce mauvaise circulation de balle, c'est normal. Si c'est le même joueur qui monopolise toujours le ballon, à la fin, les autres, ils ont la flemme de courir, ils savent qu'ils vont pas avoir la goal. On sait à quoi c'est dû. On sait que ça peut marcher où tu claques des matchs à 50 pions sur la première de la saison, mais derrière... T'as perdu la première de la saison. Donc Kyrie, on remet pas en cause de talent. C'est peut-être actuellement, avec la blessure de Curry, le meilleur meneur NBA. Il faut du talent et de l'intelligence. Mais et moi, j'irai pas jusqu'à l'intelligence. Bon, on le connaît pas, mais il faut du leadership. Ouais. Il faut du leadership. C'était déjà sa question quand il est passé de Cleveland au Celtics. Est-ce que c'est un lieutenant de LeBron ou est-ce qu'il peut mener une équipe? On a déjà eu un début de réponse aux Celtics. Là, on semble avoir une confirmation quelque part. Non, je suis d'accord. À voir dans la saison comment ça évolue, mais pour l'instant, les Nets sont largement en dessous des prédictions. Oui, avec aussi une petite déception au niveau de Joe Harris, qui a été plutôt excellent la saison dernière et qui a peut-être un peu plus de mal cette saison-là. Harris, ça reste un role player qui va mettre ses shoots quand il est ouvert. Mais j'ai envie de dire, le problème d'un catch and shooter, c'est quand il n'y a pas de circulation du ballon, mais il n'est pas en position. J.J. Redick, là, on le voit sur ce début de saison au Pélican, c'est pas le même J.J. Redick que l'année dernière. Hein. Il est beaucoup plus en difficulté. Ouais. Un catch and shooter qui ne se crée pas son shoot, c'est pas un Steph Curry, c'est pas un Luke Kennard, un Steph Curry ou c'est pas un James Harden. Et quand tu peux pas te créer ton shoot, c'est vraiment à l'équipe et tout le monde n'a pas le bras de Klay Thompson. Ah non, sûrement pas de Joe Harris. Voilà, bon, il a quand même montré l'année dernière il a gagné un 3 points, mais qui savait mettre 2-3 ficelles, mais bon. Non, ça peut. Il n'y a pas de shoot après le dribble pour Joe Harris. Non, voilà, et peu en percussion, donc il n'avait pas non plus fait une grosse Coupe du Monde. Donc tous les joueurs qui reviennent de la Coupe du Monde sont globalement un peu en difficulté. Hein. Ouais, ils sont tous un peu cramés. Ouais. Faut dire que c'était aussi en Chine. Bon, il y a plein de petits facteurs, mais bon. Ça veut rien dire. Fournier fait un très gros succès. Mais c'est la vanne. Ils ont joué plus de matchs. On va passer à l'Ouest. On peut passer à l'Ouest et on va commencer par les bonnes surprises. De mon côté, j'ai les Phoenix Suns. Qui eux ont un bilan, il me semble, positif. Ouais, ils sont à 7-6, ils sont 8e de l'Ouest, c'est pour dire le niveau à l'Ouest, où le 8e étant positif par rapport à l'Est. Oui. Alors étonnamment, souvent il y a plus d'écart que d'habitude, hein. C'est moins serré à l'Ouest que d'habitude, parce que d'habitude, à l'Ouest, le 10e est encore en positif, là le 10e est largement négatif. Hein. C'est les Grises. Les Grises à 5-9, donc... Non, les Suns, je suis d'accord, je te rejoins complètement sur un début de saison vraiment très beau. On s'attendait à une amélioration, mais pas aussi belle. Alors, ils sont sur 2 loses, donc à voir si ça arrive quand même à durer. Moi, je pense que clairement, ils sont 8e. Les Suns, pour moi, ils ne sont pas en playoff. Hein. Je pense qu'il y a d'autres équipes de derrière qui vont remonter. Pour moi, les Suns seront 10-11e. Je ne les vois pas lutter non plus dans la course au playoff. Sachant qu'ils jouent sans DeAndre Ayton. Sans DeAndre Ayton qui était à voir comment tu le remets dans le matchs. collectif. Ça c'est compliqué. Ouais. C'est toujours dur d'être absent quand ça gagne. C'est ça. Après si ça gagne pour DeAndre Ayton, il n'était pas au bon endroit au bon moment. On rappelle que le roster que se sont construits les Suns cet été, moi même c'est du beaucoup. Avec du Ricky Rubio, du Kelly Oubre, du Dario Saric, du Aaron Baines, du Kaminsky. Non mais franchement c'est bon. Les briseurs de main. Ah oui, ouais c'est vrai. Donc pour moi c'est un roster qui me plaît beaucoup. Devin Booker est peut-être moins soliste du coup maintenant cette saison. Aussi grâce à avoir Rubio à ses côtés. On a quand même la révélation. Booker c'est noté, c'est pas un meneur. C'est un deuxième arrière. C'est un arrière, clairement. Il a besoin d'un bon handler à côté. Rubio fait parfaitement le travail. Rubio qui fait un super début de saison aussi. Devin Booker qui tourne à 25 points par match, on n'en attend pas moins. Hein, c'est vraiment bien. Kelly Oubre à 17 points aussi. Franchement, c'est pareil. Ça apporte du scoring, ça gagne des matchs. En plus, il y a des victoires qui sont pas faciles. Il me semble qu'ils vont taper les Hawks.
Philadelphie, ouais, sur une série de 3 victoires d'affilée. Les Clippers aussi. Non, mais les Suns, c'est pas gratos. C'est pas gratos, il y en a d'autres qui perdront là-bas. Je pense que les Suns, c'est clairement cette équipe qui peut gagner et perdre contre tout le monde. Mais il y a un bon fond de jeu, donc je suis d'accord sur un début de saison intéressant. Moi, je dis attention à voir quand même dans la durée. On sait que déjà Rubio se blesse assez souvent. On sait également comment réintégrer DeAndre Ayton dans un collectif qui marche. Moi, j'ai envie de dire, voir comment ça peut fonctionner. Et est-ce que c'est pas un pétard de début de saison, quoi. Ouais, mais un petit peu quand même, c'est un petit peu léger en défense. Oui, c'est sûr. Mais après, ça score énorme. Hein. Quand on voit leur victoire, c'est du 128, 138, 124, 130. Ah oui, d'accord. Mais bon, donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Ils vont pas pouvoir faire ça toute la saison. Enfin, ce que je veux dire, non. C'est la Wizard attitude. On en prend 114 par match. Non, après, ce qui serait bien, effectivement, c'est de se refaire une petite série de 3-4 matchs. Et c'est comme ça que ça peut marcher pour les Suns s'ils veulent espérer rester au moins en even. Hein. Ça va peut-être être compliqué. Sur les matchs qui suivent, il va y avoir un beau match contre les Pélicans, même si les Pélicans en ce moment c'est pas forcément joli à voir vu l'effectif. Puis après ça peut prendre des victoires, hein. Les Teams, les Wiz, les Hornets. Donc les Suns, pour moi c'est une belle surprise de l'Ouest et on en attendait pas forcément moins au final. On avait été assez sérieux au début de saison. Moi j'en attendais moins. Moi, tu vois, ils auraient été à 5-8, j'aurais pas dit que c'était un scandale. Je sais plus, je les ai pas mis en playoff, mais j'ai dû les mettre. L'année dernière, ils étaient à 2-12 à cette période. Ouais, mais c'est sûr que si on compare aux Suns de l'année dernière, il y a moyen de danser. T'en as pas parlé, mais il faut quand même parler du coach, du nouveau coach des Suns, Monty Williams, qui vient du basket universitaire. Oui, non, pas forcément du basket universitaire, non, il joue pas du tout du basket universitaire même. C'est l'ancien coach, il a coaché pendant 5 ans les Pélicans, il les avait emmenés en playoff l'année du premier titre des Warriors. C'est l'assistant coach des Sixers l'année dernière, l'assistant coach de Quinn Snyder au Jazz. Donc non, c'est un gars qui a du bagou en NBA, qui a un vrai fond de jeu, et là tu vois complètement la différence par rapport à l'année dernière, à Kokoskov, qui était perdu, il n'y avait aucun fond de jeu. Il n'y a quand même pas eu un changement d'effectif monstre, il y a globalement eu des ajouts, mais on est quand même sur une ligne 2-5, 1-5 qui est la même, donc non, il y a vraiment un fond de jeu différent, et bravo Monty Williams. Ouais. Et donc donne-moi toi ton côté, ta bonne surprise côté Ouest. Alors ma bonne surprise côté Ouest, c'est les Dallas Mavericks, qui sont actuellement 5e à l'Ouest. Et donc là, bon, bien sûr, on peut résumer les Dallas Mavericks à l'énorme début de saison. Aux 2 défaites contre les Knicks. C'est vrai que il va péter. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait donc 2 défaites contre les Knicks. Bon, bien sûr, on va parler du début de saison de Luka Doncic. MVP. Alors, pour l'instant, il est à 29 points, 9 passes. Enfin, 29,5, 9 passes. En rebond, il doit être à 8 ou 9. Il doit être, il est à 9,5 en rebond. On est quasiment en triple-double de moyenne, donc c'est monstrueux. En sophomore, hein, on le rappelle. On rappelle, c'est un sophomore. Il a que 1 an NBA. Et il n'a toujours pas de contrat, hein, on rappelle. Oui. Il n'a pas de contrat équipementier. Si jamais les Ricains se réveillent un jour. Donc, non, il fait un début de saison exceptionnel. Il porte les Mavs vraiment à lui tout seul. Alors, les Mavs font un très beau début de saison, mais attention à pas faire non plus un pétard mouillé, parce que en défense, par contre, c'est pas ça. Là, par contre, très clairement, la défense, je charge les stats, c'est trop peu. C'est trop peu. Dans la raquette, Boban ne joue pas vraiment. Non, moi je te parlais de Porzingis qui me décevait un peu, mais tu me disais qu'il revenait de blessure, de longue blessure. Alors, Porzingis, il n'a jamais été catégorisé comme un monstre en défense. Non, mais même au niveau du rendement offensif, moi je suis un peu déçu, mais c'est vrai qu'il revient de blessure. Mais de toute façon, Doncic porte tellement l'équipe que... Oui, ils sont à 110 points encaissés par match, hein, donc c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc Doncic, c'est pareil, c'est pas un gros défenseur, donc t'as tes 2 stars qui sont pas un gros défenseur. À la main, Bronson, dès l'endroit, ils se pas non plus. Ouais, on attendait peut-être mieux encore au-dessus de leur part. Oui, c'est vrai que globalement,
Bon, on va pas non plus être trop sévère, mais... Non, mais disons que c'est Doncic qui rayonne sur toute l'équipe de très loin. Au final, les autres joueurs... Oui, les autres joueurs, on a vraiment dans un collectif, on a beaucoup de joueurs qui sont vers les 10 points de moyenne. On a Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Deon Wright... Dwight Paulette. On a un ensemble de joueurs qui a 9 points de moyenne, on a Seth Curry aussi. Donc non, c'est quand même pas mal. Donc écrase, tire vraiment son équipe vers le haut. Porzingis c'est un petit peu doux, mais justement on peut se dire que quand Porzingis va revenir à son vrai niveau, il a été All-Star quand même. Et bah là on peut s'attendre à que l'équipe aille encore plus haut. Moi je pense ils iront pas plus haut, là ils sont actuellement 5ème, je pense que c'est quand même leur plafond. Oui. Mais pour l'instant ça joue bien, c'est agréable d'avoir joué en tout cas. Ouais. C'est agréable, il y a des sourires. Donc non, c'est quand même un bon début de saison des Mavs. Un bon porté début de par saison. un énorme... Un joueur incroyable qui reste sur une nuit à 42 points. Moi j'ai envie de dire Doncic. Très fort. Ouais, Doncic colossal, c'est exceptionnel. Et les Mavs sont séduisants. Et surtout de voir en plus un joueur européen reprendre le flambeau de l'idole. Dirk Nowitzki, après la retraite de Dirk. Il a les clés de la vie, c'est le dieu sur terre. Oui. Il a sa rue, sa statue, les clés du poste, les bières gratuites, tout ce qui va. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle plus belle récompense que ça. Ouais. On va peut-être passer du côté des mauvaises surprises à l'ouest. Bon, la mauvaise surprise de l'ouest, on pourrait parler des Golden State Warriors, mais on va pas le faire parce qu'évidemment les blessures, on connaît tous l'histoire. Quand tu joues avec le cuistot à la même, c'est dur de les attaquer. Mais il y a une équipe qui est pas trop emmerdée par les blessures, même si son meneur est un peu blessé. C'est les Portland Trail Blazers de Rip City, qui sont actuellement avant-dernier de l'ouest. Derrière eux, c'est simple, c'est les Warriors, on ne peut pas faire pire. Ils ont un bilan de 5-10 qui est complètement catastrophique. Ils ont un Lillard à 28 points, un McCollum à 21 points, mais derrière, et surtout au niveau de la rotation, je trouve ça nul, que ce soit Rodney Hood, Mario Hezonja, Ken Bazemore, etc. Tous ces noms, je les trouve très mauvais en ce début de saison. Il est pas titulaire, Bazemore ? Non, je crois pas. Qui en 3 ? Bah du coup maintenant ils vont peut-être mettre Melo ou alors en 4. Ah non, Melo. Il y a qu'un seul joueur qui me plaît moi dans la seconde unit et qui me plaît même beaucoup, c'est Anthony Simons, qui a une mécanique de shoot incroyable, il dégaine en une demi-seconde. S'il y a 0-2 sur l'horloge, tu lui confies la balle, je suis sûr qu'il peut la mettre. Mais derrière, au niveau de la seconde unit, et je pense que c'est là qu'ils perdent pas mal de matchs, les Blazers, je trouve ça très mauvais. Personne vient mettre des points, personne vient énergiser l'équipe, à part Anthony Simons en sortie de banc. Alors oui, la grosse news, c'est l'arrivée de Carmelo Anthony, qui pour l'instant n'a pas de contrat garanti. On va attendre le 7 janvier pour savoir s'il va rester un peu aux Blazers ou pas, s'il va toucher du fric ou pas. On a au cul, il le coupe. Ouais, ce serait quand même drôle. Les Blazers, 19ème défense de la ligue, 110 points encaissés par match. 110 voilà, puis le problème défensif en plus. Non, je dis de la merde, parce que j'ai pas mis le classement des défenses. Pardon, mais à coup pas, ils sont plus bas. Ils sont à 88 points encaissés. Non, voilà, ouais, donc. Oui. Les Pistons en 6ème. Ouais, mais ça, c'est une autre débat. Donc, ouais, toi, t'en penses quoi de ces petits Blazers ? Alors, je vais pas trop en parler parce que personnellement, je les ai pas vus et personnellement, c'est pas une franchise que j'aime bien déjà. Moi non plus. Donc, je les regarde pas vraiment. Mais en fait, le problème, c'est une franchise qui marche sur son duo d'arrière Lillard-McCollum. Lillard fait un très bon début de saison. Le problème, c'est que y en a un autre qui fait un début de saison un peu moins bien, c'est McCollum. Il est un petit peu en dedans. Un petit peu en dessous, et encore ça pourrait être pire au niveau d'un mec qui fait un début de saison en dessous, mais derrière il n'y a personne qui vient prendre un peu ce relais, qui fait un début de saison où il est en feu, etc. Donc, McCollum, 21 points par match. Bon, c'est pas dégueulasse, mais on est sur un pourcentage qui est pas énorme. Il a 36% à 3 points, 41 en shoot. Bon, il n'arrive pas à passer ce cap de lieutenant en fait. Et en fait le gros problème des Blazers, faut pas se le mentir, c'est la blessure de Nurkic l'année dernière. Kanter a fait le boulot, mais là, Hassan Whiteside, c'est dramatique. Ils ont été chercher Whiteside, ils ont lâché Myers Leonard, Al-Farouq Aminu, et Mo Harkless, donc c'était un peu l'identité des Blazers, c'était ces postes... quelque part, oui. C'était ces postes 3-4 qui rendaient service, qui pouvaient même jouer 5, et là, mais alors, Hassan Whiteside, ça ne déformait pas du tout, mais alors, pas du tout. Cette image qu'on Jokic... Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe, le monsieur est venu en vacances, pourtant, pour les vacances, le Miami porte pas. Par contre, il a appris à mettre des lancers, il a jamais été dégueulasse. Ouais, mais là, il est pas mal.
Alors oui, il met des points, mais alors il défend pas du tout. C'est le gros problème. Là, il n'a pas l'impact qu'avait Nurkic. Non, c'est certain. Une équipe, ça peut. Et t'as parlé d'une rotation un petit peu faible. Moi, je suis plus attristé par le niveau de la rotation. Pourtant, il y a un effectif intéressant. Ah bah oui, moi tu me dis en sortie de banc, t'as du Ezonia, du Rodney Hood, du Kane Bazemore. Je me dis c'est une seconde unit qui va trouver moyen de marquer des points, qui va trouver moyen de faire des petits runs dans les matchs quand ça va être un peu en dedans. Mais je trouve ça bon. Whiteside certes ça défend pas et tout ça, mais ça fait du Whiteside au final. Ça va marquer des points, ça va prendre du rebond sans faire de vagues. Mais moi, ce qui m'attriste vraiment, c'est la rotation. Rodney Hood, le niveau de Rodney Hood est catastrophique. Ouais, Rodney Hood, c'est un petit moment. Mario Ezonia, il ne sert à rien sur le terrain. Enfin, c'est terrible. Est-ce qu'il y a un problème de coaching aussi côté Terry Stotts au niveau de cette seconde unit? À voir. Après, ça reste un coach qui a quand même emmené son équipe l'année dernière en finale de con. Ouais, c'est pour ça. Alors là, ouais, la franchise, c'est quand même. Bon, au niveau de la seconde unit. Bon, bah, tu retrouves Rodney Hood, il était pas l'année dernière. dernière. Mario Ezonia. Oui, bon, t'as mis Mario Ezonia, on va pas dire que Ezonia qui plombe l'équipe. Non, mais c'est ces joueurs de. un peu dur pour Mario, quoi. C'est... Non, mais en vrai, c'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas eu un grand changement. Il y avait Mario Ezonia et Kane Bazemore qui sont arrivés. Bon, c'est pas ça, ils ont vraiment qui changent l'équipe. Alors là, t'as la blessure de Zach Collins aussi, voir si ça. De Gillard aussi qui s'est blessé un petit peu. Ça devrait pas durer longtemps, mais. Non, mais Zach Collins, c'est pour 4 mois. Bon, plus dur. Donc voilà. Donc est-ce que Carmelo va être le sauveur de cette équipe? À 5-10, 14e à l'Est, à l'Ouest, ils sont pas bien. Ah, pour les Blazers, oui, c'est terrible. Donc, défaite cette nuit contre les Pélicans. Les Pélicans, moi je vais vous parler des Sacramento Kings. Alors ils vont un petit peu mieux. On a eu un début de saison catastrophe, ils étaient à 0-5. Alors 0-5, ça doit être là, c'est la patte Luke Walton. Le bon début. Hein? Le bon début. Ah oui, non, mais il a fait un très bon début. Donc les Sacramento Kings, ça joue pas très bien au basket. Ça attaque pas très bien. Faut voir, ça attaque pas bien du tout. Alors qu'on s'attendait à un truc de fou. Bah, avec le trio des jeunes là. Le trio. Bogdanovic, Buddy Hield, De'Aaron Fox. Ah oui, d'accord. Oui, non, je suis d'accord. Bah, alors, Bogdanovic a un bon début de saison. De'Aaron Fox, bon, il s'est blessé, mais c'était pas fou. Buddy Hield, ça va, mais alors, cette équipe je sais pas, elle a un manque d'âme pour l'instant. Ouais. Elle a un gros manque d'âme. Il manque une étincelle. Il manque un peu de secteur intérieur aussi. Dwayne Dedmon se fait un peu bouffer la gueule. Harry Giles a pas réussi à vraiment passer le cap. Et on est sur une équipe, c'est pareil, le ballon circulait pas terrible. Alors là, ça va mieux. Bizarrement, De'Aaron Fox s'est blessé, ça va mieux. Il monopolisait peut-être un peu trop le ballon. T'as Yogi Ferrell qui est venu mettre 2-3 petites passes. Corey Joseph qui a repris la main, donc on connaît Corey Joseph. Je sais que c'est pas un joueur NBA. Corey Joseph. J'aime pas Corey Joseph. Bah, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, c'est un meneur NBA, c'est peut-être pas pour remplaçant. Oui, bah c'est un backup très solide. T'as Corey Joseph, je pense que si tu mets Corey Joseph en ce moment en piston, c'est pas la même équipe. Je préfère Tim Frazier. Oui, bien sûr. Ça fait mal de dire ça. C'est faux. Donc voilà. Les Kings, je sais pas trop quoi ajouter de plus. Moi, je te trouve dur sur les Kings au final. Bah, au niveau de leur bilan, c'est pas dégueu. Non, leur bilan est peut-être pas dégueu, mais c'est la 25e équipe à l'assist. Ils viennent de revenir en positif. Ils sont 26e attaque en défense. Ça veut rien dire. Ils sont 26e attaque de la ligue, donc déjà, voilà, ça attaque vraiment pas très bien. En défense, c'est pas monstrueux du tout. Moi, donc, on attendait beaucoup mieux les Kings. Moi, je les attendais au moins en positif. Donc là, ils reviennent un peu, mais ils reviennent en poussif. Moi, je te rejoins sur le problème intérieur. Effectivement, quand on voit les stats au rebond, le premier intérieur au niveau des meilleurs rebondeurs est 5e seulement. Donc ça veut dire qu'il y a un manque intérieur et un manque de présence sous les deux cercles. Bah oui. En attaque comme en défense. 26e attaque, 20e défense. Ah oui, c'est-à-dire que tu perds du scoring et tu en concèdes quand t'as pas cet intérieur qui va choper du rebond pour avoir des seconds ballons, pour à la fois dégager. Ils ont perdu Willie Cauley-Stein. Ouais. Et Dwayne Dedmon pour l'instant fait pas l'affaire. Ils ont perdu un bon Willie Cauley-Stein en plus qui arrivait à un bon niveau en fin de Kings. Au niveau du bilan, moi je trouve ça que ça passe pour les Kings, franchement. Ils sont partis à 0,5, ouais, 86, c'est sûr. Ils sont en remontade, mais moi je trouve, je pense qu'on peut les mettre dans les petites déceptions. J'ai pas dit que c'était catastrophique, mais c'est une petite déception. C'est peut-être une petite déception, effectivement. Est-ce qu'on part du côté des joueurs ou des rookies? On va parler des rookies. Des rookies, je te laisse démarrer avec ton plus. Alors mon plus de la saison, on va essayer d'être un peu plus synthétique.
La vidéo va durer 3 heures. Moi, mon plus de la saison, c'est c'est un joueur qu'on attendait, Ja Morant, le numéro 2 de la draft, donc sélectionné par les Memphis Grizzlies. On se demandait si il allait confirmer toutes les belles promesses qu'on avait de lui, qui étaient attendues de lui. Quand t'es piqué en numéro 2 de draft, tous les numéros 2 de draft ne sont pas Michael Kidd-Gilchrist. Oui. Bon, on va rien dire sur Michael Kidd-Gilchrist, mais bon voilà. Mais donc les stats de la saison de Ja Morant, 18 points et demi par match, donc 6 assists, 3 rebonds. C'est très très bien pour un rookie, franchement. Difficilement demander mieux à un rookie. Oui, voilà, c'est même parfait. Quasiment 18-6, c'est très très bon. Memphis, ça gagne pas trop, mais bon, en même temps. Ça gagne plus que ce à quoi on s'attendait. Ils sont à 5-9, ça va. Oui, c'est pas catastrophique, mais voilà, ça ramène un peu de hype à Memphis. Il se trouve très bien avec Jaren Jackson Jr. Et on sent que c'est un mec, il a déjà le physique pour jouer en NBA, il a déjà mis 2-3 posters. Il a le handle, c'est vraiment un meneur, quoi. C'est un meneur, c'est pas forcément un gros shooter à 3 points. Voilà, il a 33% à 3 points, mais c'est un mec qui est dans le draft, qui est dans la passe. Moi, il me fait un petit peu penser un John Wall, un Russell Westbrook. Voilà, c'est un athlétique. Dynamiteur. Un athlétique, dynamiteur, il bouffe un peu le ballon. Avec en plus de l'assist, je trouve quand même. Ah oui, Westbrook et Wall, c'est quand même pas les derniers à l'assist. Donc non, c'est un mec qui est dans la pénétration et qui distribue à droite et à gauche. Donc je pense que ce pick 2 de la draft ne sera pas un bust. Non, ça c'est sûr. Moi je vais aller à Chicago. Alors c'est un joueur qui n'est pas éblouissant par ses stats, mais qui est assez éblouissant par son potentiel et ce qu'on voit de lui. Alors c'est Kobe White. Kobe White, c'est un rookie de 19 ans, c'est pas un rookie de 23 ans possible. Il a quel âge, Ja Morant? Il a 20 ans? Ja Morant, je pense, oui. J'ai trouvé ça, continue. Trop drôle. Donc Kobe White, alors il est en sortie de banc évidemment à l'arrière chez les Bulls. Il est que à 20 ans. Ouais. Il est que entre guillemets à 13 points par match. Niveau rebond et assist. Oui, mais il sort du banc. Ah bah oui, c'est ce que je dis. Il n'est que à 13 points par match. C'est pas mal. Hein. Pour un plus, on pourrait s'attendre à un mec qui fait de la stat et tout, mais au niveau de ce qu'il apporte en termes d'énergie en sortie de banc, que l'énergie soit défensive, parce que je trouve que c'est pas le dernier pour se mouiller le maillot sur la défense, même si c'est parfois des defensive plays un peu approximatives. Il va se donner, il va être très énergique, on va le voir courir partout. Derrière, il va remonter la balle, il va prendre des shoots de n'importe où pour les rentrer, il va aller chercher des assists de nulle part. Il va aller attaquer le cercle, il sait clairement, j'ai l'impression, tout faire. À 19 ans, en tout cas, on voit qu'il va pouvoir peut-être tout faire. Ça peut être un mec qui va devenir une icône dans une franchise parce qu'il a une sorte de... Il inspire quelque chose, c'est un personnage. On le voit à sa tête, il a la capacité d'entraîner des foules. Moi, j'irais un petit peu moins bien. Enfin, je n'irais pas jusqu'à là. Moi, je trouve qu'il est... Après, c'est un rookie, c'est normal, il est quand même encore très irrégulier. Il a fait une pointe à 27, il peut sortir un match à 4 points, il n'y a pas de problème. Oui, non, pas de souci. À 0 sur 4 à 3 points, voilà, donc, non, c'est sûr. C'est un petit peu, je trouve, pour l'instant, c'est un petit peu un joueur de main chaude, de série. Ouais. Quand ça rentre, ça rentre. Quand ça rentre pas, il met rien. Un petit Carson Edwards. Bon, un petit peu, mais quand même. Oui, je veux dire, il a 12 points par match, il a fait une pointe à 27, ouais, je suis d'accord. Il sera peut-être un peu plus bas. Je suis d'accord, mais il a ce truc. Il joue aux Bulls. Actuellement, les Bulls, c'est pas non plus le collectif le plus rodé. C'est pas le collectif le plus rodé, surtout qu'il y a des petits problèmes au niveau du scoring derrière le cercle, derrière la ligne de 3 points. C'est dur de scorer derrière le cercle. Mais je sais pas, on sent quelque chose avec ce joueur. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il se passe un truc. Il y a une énergie qui se déclenche, on a envie de le suivre, on a envie de le voir planter des gros shoots et tout ça. Donc c'est un joueur qui me plaît beaucoup et c'est une bonne surprise parce que honnêtement j'en attendais peut-être pas autant en termes de mentalité, d'esprit et de plaisir à le voir jouer. Moi je suis très heureux de le voir rentrer sur le terrain chez les Bulls, le petit père Kobe White. À voir comment évolue sa carrière, ne serait-ce que dans 6 mois, puisque ça se trouve dans 6 mois il joue quasiment plus, il est à 9 points par match. Oh non, je pense pas. À 24%. Non, je suis assez d'accord, je t'en rejoins là, on passe au rookie plus négatif, la petite déception. Quel est le tien? Alors moi j'ai amené ça un duo, j'ai amené ça sur le pick 4 et 10, pourtant une équipe qui fait un bon début de saison, ça redescend un petit peu là, c'est les Hawks d'Atlanta, ils sont portés par un triangle, on aurait pu le mettre dans les très belles surprises des joueurs. Mais alors je vais parler de DeAndre Hunter, donc pick 4 de la draft, donc pick 4 est quand même pick très haut. Il était censé être un bon défenseur, comme on appelle ça, les trendy.
Voilà. Oui. Bon alors, c'est pas dur, hein, les Hawks, si ma mémoire est bonne, sont une catastrophe en défense, 23e défense de la ligue, bon voilà, 112 points encaissés par match, donc le décor est planté. C'est pas que à cause de lui, hein, bien sûr, c'est un travail d'équipe, mais bon. D'un point de vue scoring, il apporte pas beaucoup, enfin il a 9 points par match, 4 rebonds, bon 9 points, 4 rebonds, il a un pourcentage au shoot très faible, à 37%, 30% à 3 points, donc on savait que c'était pas forcément un shooter à 3 points, mais enfin voilà. Donc déjà un apport un peu plus en deçà, quand même, en deçà de ce qu'on attendait. Et alors le pick 10, donc voilà, je mets ça un peu en duo. Cam Reddish, donc il y avait des gros doutes sur Cam Reddish qui est descendu. Au début, il devait être plus haut. Il y avait des petites alertes physiques aussi. Hein. Physique, petites alertes sur est-ce que c'est vraiment un bosseur, est-ce que c'est vraiment un gars qui peut jouer qui est fait pour l'NBA. Donc là, pour l'instant, Cam Reddish sur début de saison, c'est une catastrophe. Donc c'est pas dur. Il est à 6 points par match, 3 rebonds. Pour quand même 25 minutes, et c'est surtout, pour l'instant, ce joueur ne peut pas scorer en NBA. Il n'a aucun shoot, il n'a pas de move, il a un physique, mais alors il est pur NCAA, donc ça va plus marcher. Il est à 27% au shoot et 18% à 3 points. C'est à peu près ta moyenne, je pense. Alors que c'est comme ça qu'il était vendu avant la draft, ça va être future machine à scorer, post hyper athlétique. Voilà, c'était athletic score, sauf qu'on se rend compte qu'il est en train de prendre des bavards. Quand tu joues contre Rudy Gobert, il faut, c'est toi le. Faut step up. Hein. Voilà, faut step up. Et là pour l'instant, mais il n'y arrive pas du tout. Donc là pour l'instant, d'un point de vue offensif, c'est très en deçà. Et sur la défense globale de l'équipe, on voit que ça marche pas très bien. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi le duo un peu déçu. Je pense que Trae Young cache vraiment. Si Trae Young descend à Atlanta, il n'y a plus grand chose. Voilà, Trae Young cache un peu déjà, éblouit un peu, il cache un peu sa ligne, etc. Mais je te rejoins vraiment sur Cam Reddish, c'est très triste parce que moi aussi j'en attendais beaucoup. Il a un beau physique, il arrive dans une franchise où tu peux t'éclater. Clairement, les Hawks, aller chercher des playoffs, avoir un Trae Young monstrueux, et c'est catastrophique comme tu l'as bien résumé. Moi, pour aller mon petit rookie qui est moins bien, ça peut être aussi une doublette, mais je vais rester sur un joueur sur le rookie du coup, c'est mieux. Tu relances. C'est du côté de Cleveland et la ligne arrière, Darius Garland. Surtout que la doublette. Ah oui, tu mets Colin Sexton, c'est pas un rookie. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis que je pars pas sur une doublette. Il est sophomore. Darius Garland, alors les Cavs, on espérait au niveau des Cavs, on n'attendait pas à ce qu'ils aillent gratter les playoffs. Mais on s'attendait à voir quelque chose avec cette ligne arrière un peu dynamite, on va dire. Deux joueurs au profil un peu similaire. Darius Garland qui va être lui l'arrière de cette équipe. Avec Colin Sexton, voilà, en vraiment meneur rapide et tout ça. Et au final, Darius Garland, alors il joue quand même 28 minutes par match. C'est 9 points, c'est 1 rebond, 3 assists, 3 pertes de balles. Voilà, c'est très très moyen, on va dire. Alors pareil, il a 19 ans. Ça fait pas gagner des matchs pour l'instant. Moi je suis assez déçu par Darius Garland parce qu'en plus on voit pas grand chose en termes de potentiel, de supplément d'âme par exemple, ce qu'a Kobe White, même s'il fait des stats parfois mauvaises, donc sans qu'il y a quelque chose. Darius Garland, non, il n'y a pas. Colin Sexton a ce petit côté mobilette, energizer et tout. Il est peut-être pas un physique complètement prêt pour la NBA. Oui, c'est possible, mais pour l'instant en tout cas, c'est un pic assez élevé Darius Garland quand même. Il est combien? Il est pic 6. Il est pic 6, voilà, donc on attend quand même des joueurs qui soient capables de jouer en NBA dès la première saison au niveau des 10 premiers pics, on va dire. Peut-être qu'il est pas prêt, c'est vrai, il a 19 ans, il est très jeune, peut-être que c'est un pari, mais pour l'instant je suis assez déçu. Je m'attendais à mieux clairement de Darius Garland. Moi je m'attendais à rien, donc je suis pas déçu. Non, honnêtement, je m'attendais à rien. Les Cavs, je m'en fous. Donc... Non, mais je m'attendais à rien. Je ne pas des Cavs. Je m'attendais à rien. Pour finir, on va peut-être parler des joueurs référencés NBA, un peu nos surprises et déceptions. Ouais. Alors, moi, pour ma bonne surprise, donc mon coup de cœur de ce début de saison, on est sur Pascal Siakam. Donc, c'est un joueur, bon, vous allez me dire, c'est le MIP, oui, mais c'est un MIP qui confirme totalement ce qu'on attendait de lui. Il fait plus que confirmer. Là, il fait beaucoup plus que confirmer. Là, il est clairement, c'est maintenant un franchise player. Monsieur tourne quand même à 26 points par match, à 47% en shoot, 36 à 3 points, rien que ça. 9 rebonds par match et 4 assists, donc c'est assez solide, on va pas se mentir. Non, là c'est vraiment très très fort.
il est en train de montrer que, ok, Kawhi est parti, mais les champions en titre sont toujours là. Ils vont se battre pour aller tout simplement en nouvelle en finale NBA, soit un F4. Ouais. Là, pour l'instant, dans la course à l'Est, ils sont pas inférieurs à des Sixers ou à des Bucks. Clairement pas. Donc voilà, donc ils auront leur mot à dire. Ils seront peut-être un peu courts en rotation, mais Pascal Siakam, en tout cas, Space EP les porte. Il confirme en fait le contrat qu'il vient de signer là, que toutes les belles promesses qu'il y avait sur lui, il y a tellement step up et on se demande où est sa limite. Sky is the limit. Sky is the limit. Et puis quand on voit sur le parquet cette domination, qu'elle soit physique, technique, il emporte un joueur l'équipe. Élégant, Il sait tout faire, clairement. On est sur ce profil de joueur, on va dire LeBronesque, de joueur qui peut tout faire et qui a le physique pour tout faire. Alors non, il jouera pas meneur. Non, il a pas non plus la passe pour meneur. Mais non, par contre, il jouera pas. Confirme. Mais c'est quand même très bien. Donc non, Pascal Siakam, un gros début de saison. C'est le franchise player des Raptors et je pense que ce sera un titulaire All-Star Game à l'Est. Oui, a priori oui. Si ça continue comme ça. Oui, si ça continue comme ça, oui. Mais à l'Est. Ce sera peut-être pas le système de l'Est, on sait pas encore. Si, pour les choix, c'est toujours ça. Non, après c'était Team LeBron et Team machin. C'est les capitaines, ils choisissent toujours les All-Stars de l'Est et de l'Ouest. Non. Si. C'est les joueurs qui choisissent, mais pour voter, c'est toujours les joueurs de la conférence Est et de la conférence Ouest. Si. Oui, d'accord, mais après ils choisissent les joueurs qu'ils veulent. Oui, mais on s'en fout, c'est le public qui vote, c'est un All-Star à l'Est. Oui, donc starter au All-Star Game, tout court. Ok. Moi, je vais partir du côté des Pistons, le seul joueur dans ces Pistons déjà qui joue un petit peu. Souvent, les Pistons, c'est un début de saison de merde, c'est de la merde, c'est tout. Alors, je rappelle qu'on a joué sans Derrick Rose, sans Reggie Jackson, sans Tim Frazier, c'est-à-dire 0 meneur, et sans Blake Griffin. Alors, essayez d'aller choper des victoires avec ça. Matchs. Sur 5 matchs. Oui, 5 matchs. Bon, on a joué quoi vous êtes à 14. Ouais, voilà. C'est énorme déjà. Et puis Blake Griffin est revenu depuis 2 matchs, enfin bon, on va pas reparler de ça. Moi, je devrais vous parler de Andre Drummond qui a fait une fameuse streak de 20-20, 20 points, 20 rebonds. Andre Drummond, depuis le début de saison, c'est 35 minutes par match. Quasiment 20 points, 17 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 contres. Des lancers francs May, 12 double-double. C'est absolument monstrueux, je trouve. Plus de 5 rebonds offensifs par match. Donc Dédé a encore step up. Déjà l'année dernière, il avait un petit peu step up. Là, il a encore step up. Parce qu'en plus, il met vraiment ses lancers. Il se trouve des moves au poste. Le seul problème, clairement, on l'a vu sur les 3-4 derniers matchs des Pistons, c'est ses fautes. Il a plus de 4 fautes par match. C'est énorme. Il s'est fait déjà éjecter 2 fois. Et il s'est retrouvé emmerdé par les fautes pendant quasiment les 5 derniers matchs. Donc à partir de là, tu joues très peu. Tu peux pas faire tes stats. Ça a toujours été un peu son talon d'Achille, les fautes à Dédé. Ouais. Et puis en plus là, c'est vraiment des fautes stupides. C'est pas en essayant d'aller. On est sur le match. C'est parce que non, c'est pas ça. C'est qu'il veut faire des interceptions, Dédé. Donc il va choper les mains à la ligne médiane. Bon voilà, c'est con quoi. Et du coup, ça l'empêche de continuer sa série de double-double notamment parce qu'il était à 12 double-double d'affilée. Ça continuera pas malheureusement. Mais Dédé, pour moi, c'est une très bonne surprise. En plus, il arrive à 26 ans. Il va quasiment arriver à son prime. Il ne me déçoit pas. Il a que 26 ans ? Ouais. Si, il draft 2013, je crois, un truc comme ça. Il est drafté en 2013, à mon avis. Drafté en 2012, à 19 ans. Ah ouais, je le voyais plus jeune, ça. D'accord. Oui, c'est vrai, Drummond fait un bon début de saison, ça, on va pas se mentir. Il est à 19-6, 17 rebonds, oui, c'est solide. Après, le problème, c'est que... on en revient toujours au même problème, c'est que Drummond fait des stats, mais Drummond est mauvais. Ouais. Mais pourtant, c'est un rebondeur, mais ce n'est pas un bon défenseur. C'est pas parce qu'il ne veut pas défendre. Il essaye de défendre, mais il a beaucoup de mal. Ouais, un peu plus, mais non. Le problème, c'est un rebondeur, mais pas un défenseur. Puis il est toujours emmerdé par les fautes à un moment ou à un autre. Donc voilà, de là, c'est un peu l'école Yann Magny, quoi. C'est ta défense. Bah non, c'est vrai, ta défense en faisant des ça fait mal d'entendre ça. Ah non, mais à la bonne époque de Yann Magny. Ouais, je te rappelle que Yann Magny est quand même champion NBA. Oui, je sais. Bon, Drummond ne sera peut-être pas champion NBA tout de suite. On en reparle en juin. Ouais, en janvier, quand vous battez pour la 14e place avec les 8. Pas de problème. Bah, vous êtes une victoire au-dessus.
Les mecs, t'as vu les joueurs avec lesquels on joue pas? T'as vu les joueurs avec lesquels joue les Wiz? Y a rien à envier. Hein. Bah oui, mais justement, nous, quand ils reviendront, John Wall, il reviendra pas. Oui, non, mais d'accord, mais quand ils reviendront, pour l'instant. Nous, dans 3 matchs, on a Jackson, Rose et Bria Griffin. Jackson, on va mettre la danse de vos beaux jours. Là. Ah oui, d'accord. Bon, on fera notre débat Wizard Piston la prochaine fois. On va faire hors série tout de suite. Je pense que tout le monde s'en fout. En plus, il peut durer 2h30, y'a pas de soucis. Le problème, de toute façon, on campera sur nos positions. Ah bah oui. En attendant, la première victoire de la saison, elle est pour nous. Oui. Voilà. Merci. On va aller sur ton bad pick. Mon bad pick. Bad pick tonight. Mon bad pick, c'est la grosse Lamarcus. Alors pour ceux qui ne savent pas, la grosse Lamarcus, c'est Lamarcus Aldridge. Alors ça conforte le début de saison des... comment il s'appelle, des Spurs, qui est très mauvais ce début de saison. Les Spurs sont à 5-9. Ils sont sur 5 défaites d'affilée, je crois. Attends, j'ai perdu ma page de statistiques. C'est ça, hein, les Spurs qui sont actuellement à 5-9. Ils sont sur 4 looses d'affilée, ça va pas fort du tout. Donc Lamarcus, on sait que ça n'a jamais été un énorme défenseur. Bon là c'est faible en points. Il est à 18,3 de moyenne, c'est 3 points de moins que l'année dernière. 6 rebonds, c'est moins que l'année dernière également. L'année dernière il était à 9 rebonds 2. Donc là il est sur 3 de différence. Il n'a pas d'impact, j'ai l'impression qu'il se fait chier sur le terrain. Ouais. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas, mais normalement c'est le bateau pilote, le poisson pilote. C'est plus un bateau là qu'un poisson. Ouais, c'est plus un bateau qu'un poisson, mais c'est très décevant. Ouais. Les Spurs, ça avait bien démarré, là ça marche pas du tout, ça marche plus. Moi j'avais prédit ça, de toute façon j'avais dit les Spurs pour moi seront 10e. Je suis pas surpris, la Lamarcus Aldridge, je pense avec ses stats et ce début de saison, ne sera pas All-Star. Donc ça va faire un bout de temps. Là, s'il est All-Star, faut m'expliquer. Voilà, là, non, je pense qu'il sera pas All-Star, c'est sûr, surtout qu'il y a de la concurrence à l'Ouest. Et donc, c'est le mauvais début de saison de Marcus Aldridge concorde avec les difficultés des Spurs en ce moment, que ce soit en défense et en attaque. Moi, je suis bien d'accord. J'étais tombé sur un match des Spurs, j'étais arrivé en milieu de 4ème où Lamarcus était sur un 0 sur 12 à 0 points, il était toujours sur le terrain, c'était une catastrophe. Il a fini par marquer des lancers francs. Mais ouais, c'est très triste. Surtout qu'on se souvient l'année dernière d'un match à 50 points, il me semble. Il y avait une soirée énorme. C'est un score. LMA, quoi. Il a fait une pointe cette saison, je crois, à 30-34, mais et après, il y a des soirs où il a 10 points. Derrière, il n'y a pas grand chose, ouais. Moi, de mon côté, de mon bad pick, on en a un peu parlé. Je vais rester du côté des maillots noirs. Et on en a déjà parlé, mais franchement, moi, je suis assez déçu, peut-être pas, mais triste, c'est Kyrie Irving. On a dit ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire que... C'était lui ton bad pick? Ouais. Je me souvenais plus. C'était Kyrie parce que il avait encore une nouvelle chance après les Celtics de prouver que c'était un meneur d'équipe. Meneur de formation, ça y a pas de problème. Meneur de formation non, meneur d'équipe non, meneur de franchise non plus, je pense. Qu'il était capable de tirer ses coéquipiers vers le haut, ça c'est un truc qui est important parce que c'est être capable de tirer tes coéquipiers vers le haut. Et c'est ce qu'il a été incapable de faire aux Celtics. Et pour l'instant, il est incapable de le faire parce que pour l'instant, tout le monde honnête est en train de régresser. Alors, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il est meilleur ou pas que D'Angelo Russell. Intrinsèquement, il est meilleur. Oui. Mais l'équipe marche moins bien pour l'instant. On sait que Kyrie Irving, c'est aussi un profil un peu particulier psychologiquement. Il a des croyances et des idées qui sont extrêmement particulières. Dans les vestiaires, ils avaient déjà remarqué les Nets. C'est pas un gars facile à vivre. Non, ils avaient remarqué. C'est pas le mec qui fait les poutou-poutou à tout le monde. Pendant la tournée en Chine, que Kyrie Irving, fallait pas lui parler, qu'il était bizarre, qu'il avait des petits excès de folie un peu tout seul et tout. Donc déjà, c'est un profil qui est pas facile à gérer. Donc pour s'intégrer dans une équipe, c'est plus dur. Mais en plus, quand tu dois emmener ton équipe, c'est encore plus dur. Et là, on voit, il n'y a pas de souci. Kyrie Irving, c'est un joueur qui est monstrueux techniquement, qui peut mettre n'importe quel shoot, qui se crée n'importe quelle situation, n'importe quel drive. Mais quand il s'agit de faire gagner une équipe et d'emmener une équipe, il y a beaucoup moins de monde déjà. Et c'est triste. C'est décevant et c'est triste en plus. Je suis bien d'accord avec toi. Pour l'instant, on est sur un début de saison de stats. C'est ça. Mais les stats, ça fait pas tout. Il y a un petit exemple à Phoenix. Ça fait 3 ans que Booker met des pantons et qu'on finit à 17-18 victoires.
après on lui met un meneur à côté où il joue vraiment et voilà. Ça peut changer. Donc voilà, donc c'est ça. Bah oui, on met un meneur à côté qui donne les ballons à tout le monde, l'équipe court plus, t'as le meilleur shoot. Pour l'instant, au Nets, ça court pas. T'es dans le fin fond de la ligue en termes d'assists et en termes de nombre d'assists par match. Donc le ballon ne circule pas assez. Offensivement, tu peux pas développer de système, tu peux pas développer de fond de jeu. On a Kerry qui monopolise trop le ballon pour l'instant. Il est sur un début de saison et je comprends, même si c'est très fort en stats, c'est décevant d'un point de vue résultat collectif. Décevant, et ouais, puis je l'ai dit, mais triste, franchement triste. Ça, c'est un joueur très séduisant, donc voilà. Oui, d'un point de vue physique. D'un point de vue physique, dans un premier temps. Et puis techniquement, non, on le voyait quand il était le soldat de LeBron à l'époque au Cavs, avec ce gros shoot en finale et tout ça. T'as envie de suivre ce joueur, t'as envie de le voir mener une équipe. Monsieur a quand même mis un shoot pour le titre. Ah bah, monsieur a de la saveur. Non mais il a au moins ça dans son palmarès. Ah bah il a une bague NBA, tout le monde ne l'a pas. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit tour à la fois rapide et à la fois... c'est quand même bien étendu. Ouais, à la fois bien étoffé. Oui, il y avait du biscuit. Il y avait du biscuit, on aura tout au long de la saison du biscuit évidemment, on reviendra On fera d'autres hors-série, pas que sur le basket. Non, quand il y a eu un petit actu qui nous plaît. Là il y aura la semaine prochaine un hors-série sur le retrait de Citroën du WRC. Après la retraite de Ogier. Ah oui, d'accord. Donc, soyez là. 3 heures de show. Soyez là la semaine prochaine. En vrai, c'est une petite info qui est triste. On montrera comment Jules fait une marche arrière. Ah bah oui, voilà. Ça va vous plaire. Bon, j'ai envie de dire time out. Time out.